On va parler avec vous d'équipe de soins coordonnée avec le patient, parce que justement, depuis le Covid, on le voit encore plus, le pharmacien, il a vraiment un rôle à jouer là, auprès du patient, et comme intermédiaire, et comme prescripteur aussi. Je suis et principalement pharmacien dans un petit village à Saint-Mandé-le-Château, ce qui me permet de faire le constat entre ce qui se décide, ce qui s'organise et la réalité de ce qui se pratique sur le terrain. Saint-Mandé-le-Château, c'est un petit village. Et sur le sujet d'aujourd'hui, alors c'est vrai que ce sujet aurait dû être abordé il y a 20 à 25 ans, c'est-à-dire au moment où on a commencé à essayer de transformer le système de santé en mettant beaucoup de choses en place, notamment, comme ça a été dit tout à l'heure, le modèle ambulatoire, qui a été décidé, pensé et jamais organisé. C'est-à-dire qu'en fait, on a organisé à l'hôpital la pratique de l'ambulatoire. Par contre, nous, en ville, on ne nous a jamais prévenu qu'on allait mettre en place de l'ambulatoire. Et c'est vrai qu'en fait, nous, il a fallu qu'on s'adapte à quelque chose pour lequel on n'a jamais été concerné, concerté. Et petit à petit, les choses n'ont fait que s'aggraver parce que quand j'ai démarré mon activité, je crois que 90% des prescriptions que j'avais venaient des quelques médecins que j'avais à 50 mètres de la pharmacie, alors qu'aujourd'hui, une grande partie de mes prescriptions sont issues du système hospitalier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un recours énorme à l'hôpital, beaucoup de spécialistes font des consultations à l'intérieur des hôpitaux, et donc ça a créé une distance dans notre pratique de professionnel, et forcément cette distance-là, elle se ressent auprès des patients. On a schématisé, idéalisé certaines choses, mais en fait dans la pratique, il faut s'adapter d'abord à la demande des patients. Et cette demande, elle a effectivement évolué. La prise en charge, en tout cas la prise en charge médicale, on peut dire qu'elle s'est améliorée. Il y a des innovations thérapeutiques majeures, mais pour lesquelles, nous, on n'est même pas, je ne vais pas dire pas formés, mais ça va tellement vite aujourd'hui entre les innovations thérapeutiques, les innovations technologiques, et nous, les patients, c'est toujours les mêmes. Ils ont un problème de cœur, ils ont un problème de diabète, ils ont un problème de cholestérol, etc. Donc, dans l'essentiel de ces gens-là, aujourd'hui, il y a une difficulté à reconnaître quel est le bon parcours de soins. Alors, je vous donne juste un petit exemple. J'ai eu un jour à la pharmacie un été, il y a 2-3 ans, quelqu'un qui était tombé en quad un samedi après-midi. En fait, il tombe en quad, sa femme me l'amène. Elle me dit, voilà, mon mari ne veut pas venir, machin et tout, mais je pense qu'il n'est pas bien, est-ce que vous pourriez aller le voir? Je vais voir dans la voiture, et j'ai pas eu besoin de trop m'approcher de lui, j'entendais crépiter à l'intérieur. Donc je me suis dit, il doit avoir les côtes cassées, peut-être les poumons perforés. Je n'ai rien pu faire pour lui. Alors évidemment, pas question de lui faire une prise en charge, mais comment je pouvais lui permettre de rentrer dans le système de santé pour une prise en charge rapide et efficace? La seule chose que je lui dis, c'est d'aller aux urgences. En croisant les doigts, qu'aux urgences, le samedi après-midi, à 18h, il puisse être pris en charge rapidement. Donc voilà, donc on voit bien que pour les sujets du quotidien du système de santé des patients, on a besoin de tous travailler en collaboration. Alors, on évolue tous dans nos professions. Effectivement, les IPA, c'est une excellente chose. La loi Arist, au tout départ, était une excellente chose. Elle a été un petit peu nettoyée, cette loi. Alors, j'espère qu'elle se redéveloppera de son contenu. Voilà, il faut que ces évolutions elles se fassent de manière coordonnée pour que tous les acteurs sachent ce que l'autre est en train de faire et ce qu'il peut apporter au système de santé. Bien, merci. On va revenir, je pense, sur ce débat qui n'est pas clos du tout. Comment favoriser l'autonomisation des patients? Parce que justement, dans votre spécialité, c'est essentiel et c'est aussi une façon, peut-être, de remettre de redonner du pouvoir aux patients, cette autonomie. J'affirme aujourd'hui que la confiance a changé de camp. Pourquoi? Parce que finalement, si on accorde notre confiance à nos patients diabétiques, nos patients atteints de maladies chroniques, on va gagner du temps. Un exemple, la semaine dernière, une jeune femme qui s'occupe de son papa diabétique de type 1, je vous rappelle, le diabète de type 1, c'est 4 injections par jour, un capteur qui permet de suivre les glycémies. Cette jeune femme m'appelle, c'est une téléconsultation, elle habite dans l'Aisne. Elle m'appelle, elle me dit, bon, papa va pas très bien, il a une insuffisance rénale, il est pris en charge par des IPA. Et elle me dit, la semaine dernière, il a dû être hospitalisé, mais on ne m'a pas laissé faire, on ne m'a pas fait confiance. J'ai entendu, dit-elle, vous n'êtes pas médecin, ici, il y a des infirmières et des médecins qui vont décider à votre place. Je trouve que c'est inadmissible aujourd'hui. En tant que médecin de pathologie chronique, aujourd'hui, on doit faire confiance. Cette confiance, elle a complètement changé. Elle a complètement changé parce qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui, finalement, on apprend avec nos patients ce qu'est une courbe de glycémie. On a
la surprise de voir, grâce au capteur, qu'il y a des variations glycémiques qui ne sont pas liées qu'à l'alimentation, qui sont liées aux événements extérieurs, aux phénomènes de stress, mais aussi aux coups de téléphone inopportuns, à des assemblées générales. Enfin bref, il y a toute une constellation d'événements qui font que le patient est maître aujourd'hui de sa maladie, de son traitement. Traitement qui est complexe, hein. Je vous rappelle 4 injections par jour. Et aujourd'hui, on est aussi capable de leur proposer ce qu'on appelle des boucles fermées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des algorithmes qui peuvent remplacer finalement le médecin, mais aussi le patient pour décider de comment l'insuline va être délivrée au moment où la courbe va être différente, va augmenter. Si bien que cette autonomisation-là, elle est spectaculaire. Et aujourd'hui, il y a encore de nombreux médecins diabétologues qui disent à leurs patients, mais expliquez-nous comment ça se passe. Expliquez-nous et apprenez-nous. C'est en fait le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. C'est la confiance qui a changé tout. Dans quelle mesure, toutefois, ces outils de santé numérique peuvent-ils améliorer le lien? Vous l'expliquez un peu, mais aussi, est-ce qu'ils ne peuvent pas distendre encore ce lien, puisqu'on est dans les technologies? Comment faire pour être dans la juste mesure, justement dans le domaine dans lequel vous êtes? Vous avez raison de poser la question parce que ce lien, peut-être, il peut se distendre. Et en effet, puisqu'il peut y avoir un éloignement du fait de cette autonomisation. En revanche, je sais aussi par expérience que les patients sont très attachés à leur diabétologue et qu'ils ont besoin de nous peut-être pour valider leur propre expérience. Ce lien-là, il n'est pas forcément de face à face, il peut être en téléconsultation, il peut être en visio. Simplement, ce contact-là, il doit perdurer. Je pense que moi aussi, j'en ai besoin de ce contact pour continuer d'apprendre avec eux. Et pour la petite histoire, dans les années 90, j'ai créé une association de patients diabétiques de type 1 et j'ai appris à leur contact ce que c'était que le choix glycémique. Le choix, soit de l'hypoglycémie, de la proximité du malaise, soit au contraire de l'hyperglycémie, c'est-à-dire de comment finalement on va courir le risque d'avoir des complications. Et ce choix-là, il est absolument indépendant de l'un de l'autre. Et c'est ce contact-là que j'ai appris avec eux et qu'ils reviennent me redonner en consultation, soit en téléconsultation, soit en visio, soit en présentiel. En fait, ce que vous nous dites un petit peu quand on parlait du colloque singulier, c'est que peut-être c'est un colloque singulier où là, le patient est un alter ego et non plus comme ça, face au sachant, et en tout cas, ce qui est dit. En effet, pas du tout un objet, comme on pouvait le décrire tout à l'heure. Pour en revenir aux questions de coordination de tous, vous parlez tous de votre volonté de coordination, mais qu'est-ce qui achoppe aujourd'hui pour cela? Parce qu'il y a eu des avancées, comme on vient de le dire, la loi RIST, des délégations de tâches faites aux pharmaciens, aux infirmiers, mais qu'est-ce qui achoppe encore? Qu'est-ce qui achoppe? C'est qu'il faut nous laisser le temps d'apprendre à faire. Aujourd'hui, on démarre, il y a la mise en place des CPTS, mais en fait, les CPTS, ils sont encore à un stade... Enfin, ils n'ont pas atteint leur puberté, j'ai envie de dire. La crise Covid a été un accélérateur de l'organisation des exercices coordonnés, mais je crois sincèrement que c'est le bon outil. Il n'est pas parfait aujourd'hui parce qu'il faut qu'on arrive à le prendre en main, à savoir comment il fonctionne aussi. Hein, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques mots pour, Alors, les CPTS, ce que c'est qu'une CPTS? En fait, c'est coordonnées professionnelles territoriales de santé. Donc, en gros, c'est organiser les professionnels libéraux, les 10 professions réglementées, dans une association sur un territoire relativement limité. Par exemple, dans le département de la Loire, qui n'est pas un grand territoire, il va y avoir 8 ou 9 CPTS. Donc, on segmente ces territoires, et notamment autour d'un centre hospitalier. Donc, je crois beaucoup à l'avenir des CPTS pour le lien ville-hôpital, pour organiser à la fois l'entrée des patients, parce qu'on a beaucoup parlé de la sortie des patients, mais c'est peut-être pas mal aussi d'organiser son entrée, de prévoir en amont son arrivée à l'hôpital pour anticiper aussi Et comment ça se passe concrètement pour le patient dans un CPTS? Qu'est-ce qu'on lui apporte comme service? Comment son parcours de soins se dessine-t-il? Je prends le relais. En fait, je crois que les CPTS, la plus-value pour le patient, c'est surtout que les professionnels vont réapprendre à se connaître. Aujourd'hui, en ville, certains ne se connaissent pas, on ne connaît pas les compétences de chacun. Et à l'hôpital,
table ronde de tout à l'heure, c'est vraiment un silo, c'est-à-dire que moi je travaille dans un énorme CHU, il y a 21 étages. Les patients parfois me parlent de professionnels de santé, je ne connais pas. Et pourtant, ça fait 15 ans que je travaille à l'hôpital. Je me dis, ça, c'est pas normal. On devrait se connaître, on devrait tout de suite savoir qui travaille, qui a les compétences, et à l'hôpital et en ville. Et ça c'est ce qu'il faut réenclencher, en fait. Alors, on essaye tous actuellement, à tous nos niveaux, d'essayer de faire ça pour faciliter les parcours, pour que les patients puissent bénéficier de ces connaissances. Alors, ça va passer par des réunions, d'écriture de parcours, par les politiques qui vont accompagner, par du temps qui nous est donné pour nous connaître, parce que sans ce temps, on avance, mais on passe ce temps-là. Donc c'est démultiplier tout ça pour faciliter. Moi, je voulais juste rebondir, j'adore l'idée du choix, là, bravo pour ces propos, j'adhère à 300%. Dans ma spécialité, j'étais toujours confrontée au fait que quand je parlais à mes patients, là il faut choisir qu'est-ce que vous souhaitez dans votre parcours, et le patient me répondait très souvent on verra. Et donc avec le on verra, en tant que professionnel, j'en faisais rien. On verra quoi, on verra quand, comment j'avance, qu'est-ce que je déclenche, voilà. Et donc j'ai beaucoup échangé avec une psychologue du service qui m'a appris sur le choix. Et en fait, je crois qu'il faut que les professionnels entendent ça. Le choix, c'est une temporalité du patient qui n'est pas celle de nous, soignants. Nous, on veut que ça aille vite, on veut boucler le dossier, on veut passer au dossier suivant parce qu'on a plein de patients, malheureusement. Or, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est si le patient n'est pas prêt, bien on le revoit, on déporte, on réaccompagne, on réexplique. Et si besoin, on l'accompagne aussi dans un choix de prise en charge en urgence, qui est aussi un choix qui doit être possible et entendable, et on doit nous s'organiser. Et le choix, c'est aussi le choix de dire, le patient, il a le droit de ne pas choisir. On lui donne beaucoup la responsabilité. Vous avez le choix, on vous donne les clés, prenez ce choix. Que ce soit possible à 100%, j'adhère, mais on doit aussi laisser la possibilité au patient de dire, moi, j'ai pas envie de choisir, vous êtes professionnel, et peut-être que vous pouvez m'aider et qu'on peut le faire ensemble. C'était pour compléter, mais je crois qu'il faut parler de ça parce que c'est important et primordial pour les patients. Effectivement, merci de ce point de vue vraiment très intéressant. Docteur Diebold, vous avez peut-être un commentaire? Oui, parce que la difficulté à créer, à coordonner, effectivement, c'est justement, il faut des coordonnateurs. On a dit tout à l'heure que déjà du temps médecin, on n'en a pas. C'est le temps qu'on prend pour être ici, c'est du temps qu'on enlève à nos malades. Et là, ça veut dire qu'elles ne soignent pas les patients qui sont dans l'aine, les hyper. Voilà. Donc vous voyez bien que ça, on n'en a plus. On a beau, je ne vous dis pas mon âge, mais je suis largement au-delà des 64 ans légaux. Je sais pas. Et c'est parce qu'il y a des patients partout. Donc on a besoin de coordonnateurs. La coordination, ça ne peut venir que des pouvoirs publics. Puisque d'abord, ils savent le faire. L'État, c'est par définition les jacobins, organise là. Et deuxièmement, ils ont les moyens. Nous, on a besoin de moyens pour faire ça. Et ces moyens, ils peuvent venir que du pouvoir public. C'est pas nous, en tant que tels, malgré la bonne volonté, etc., on ne saura pas faire. Alors, on voit par exemple l'importance. Un patient arrive devant la pharmacie en état d'urgence. Et il faut avoir un guichet unique où on appelle et on est sûr que là où on va l'envoyer, il y aura de la place. Voilà par exemple la coordination. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs services d'urgence, peut-être le service le plus adapté de pneumo, de chirurgie thoracique. Et il faut que si on l'envoie là, il n'arrive pas effectivement, on le renvoie à 50 km plus loin parce qu'il n'y a plus de place. Voilà par exemple un exemple concret où la coordination des soins va permettre, donc vous voyez bien qu'il y a une histoire d'agenda, des professionnels, de place libre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise tous en tant que spécialistes. Pour moi, tous les jours, je peux prendre, mes délais ne sont pas de 8 mois, ils sont de 24 heures, si j'y suis. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'ai une place libre, et cette place, on l'a coordonnée dans le cabinet où je suis, qui est un cabinet de groupe, donc on voit encore la mutualisation. À partir du moment où c'est organisé, ça se fait. Mais encore faut-il le faire, le construire, y réfléchir, c'est beaucoup de temps, beaucoup de volonté, et ça évidemment, ça peut se faire qu'avec toutes les bonnes volontés, que ce soit du patient, du soignant, du pharmacien. Alors, on a vu les CPTS, c'est territorial, il y a un endroit, une seule CPTS. Nous, en tant que spécialistes, évidemment, il va falloir ça va être encore un peu plus complexe, puisqu'il faut qu'on soit capable d'aller
tel CPTS a besoin de nous, tel autre là-bas, etc. Et même c'est interrégional, ce qui pose des problèmes dans les subventions, parce qu'il y a la régionalisation, c'est très difficile de faire de l'interrégion. Je suis à Pau, Pau c'est à 50 km de Tarbes, Tarbes c'est en Occitanie, Pau c'est en Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, les services de garde, de prise en charge de patients, moi j'ai des patients qui viennent de Tarbes, là je les renvoie parce que je ne suis pas là. Aujourd'hui je suis ici, ça veut dire que mes patients ils vont à Tarbes. Bien, merci beaucoup. Donc cette coordination, elle va dépasser le papier, puisque tout le monde est d'accord, mais trouver sa place dans la pratique. Est-ce que dans la salle... Voilà, plusieurs questions. D'abord Alain qui a levé en premier, après vous à gauche, je rappelle qu'il y a des associatifs, et après vous, monsieur. Bonjour, Alain Limpi, différentes casquettes de représentants d'usagers. J'aimerais avoir votre réaction. D'abord, ce qui me gêne dans l'intitulé, c'est reconstruire. On pourrait dire continuer à construire. Ça serait peut-être plus... voilà. Alors, dans ma vieille histoire aussi de militant associatif, j'ai commencé à travailler il y a longtemps avec l'HAS sur la délégation de pouvoir. On a vu encore les vieux combats sur la loi RIST. Est-ce que vous-même avez employé ce mot de pouvoir ? Là, tant qu'on va continuer à penser qu'il faut déplacer le curseur entre le pouvoir médical et le pouvoir des patients, on ne va pas y arriver. Moi, j'aimerais qu'on ait vraiment une notion de pouvoir, sinon on pourra en faire un verbe, pouvoir s'écouter, pouvoir travailler ensemble, etc. Et c'est vrai qu'il y a une arrière-garde quand même de soignants qui est encore dans cette notion de pouvoir. Et je pense que, alors, moi j'ai bon espoir, les CPTS, etc., les IPA, tout ça, on va dans le mouvement, mais est-ce que, voilà, alors, il faut pousser les vieux soignants, excusez-moi monsieur, je suis pas loi aussi, hein, donc j'adhère totalement à mal, mais est-ce qu'il ne faut pas pousser une certaine génération, et bon, voilà. Il y a vraiment une question aujourd'hui autour de ça, cette réflexion de tant qu'on voudra savoir qui a le pouvoir, on l'a vu encore avec la crise du Covid, où il y a eu des résurgences encore de pouvoir de certains. Tant qu'on est sur cette mentalité-là, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut passer un cap, effectivement. Donc, il faut repenser, il faut se dire, se mettre en face et dire non, on ne parle plus de pouvoir, sinon on doit travailler ensemble. Voilà. Merci de cette juste remarque. Des réactions dans notre panel. J'adhère. C'est-à-dire que la loi RIS, vous avez bien vu que les IPA essayent d'avoir... on porte nous-mêmes nos responsabilités. En tant qu'IPA, à l'université, les prescriptions que je fais sont sous ma responsabilité. Ça a fait grand bruit parce que un certain corporatisme médical, il faut appeler un chat à un moment donné, a dit les IPA, si elles font des bêtises, ça va être de notre ressort. Donc on voit bien qu'il voilà, il faut bouger des lignes, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut faire beaucoup de discussions, mais bien évidemment que je crois qu'il faut arrêter de parler de pouvoir et plutôt collaborer, travailler ensemble, avancer ensemble, aller en marche, quoi. Avançons tous ensemble. Oui, alors parce que effectivement sur cette thématique du pouvoir, en fait, il faut bien se rendre compte que les patients, ils n'en ont rien à faire. Eux, la seule chose dont ils ont envie, c'est d'être bien soignés, bien pris en charge. Et ils observent, notamment sur les pathologies les plus lourdes, typiquement le cancer, le fossé qu'il peut y avoir entre la prise en charge hospitalière et la prise en charge en ligne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de se sentir bien pris en charge partout où qu'ils soient. C'est-à-dire à leur domicile, à l'hôpital, entre les deux, dans une maison de repos, etc. Qu'ils aient l'impression qu'en face d'eux, il y a des gens qui se parlent, qui s'écoutent, qui se comprennent. Et du coup, ils ne seront pas inquiets quand ils viennent à la pharmacie. Ah, mais je vais voir le pharmacien, mais de toute façon, il ne connaît rien parce qu'il est incapable de joindre le service onco. Et puis quand ils sont en onco, ils se disent ah, si je sors, je vais me retrouver un peu perdu dans la rue avec des gens qui ne connaissent pas mon traitement. Eux, ils ont besoin d'être rassurés parce que c'est aussi quelque chose qui participe à leur prise en charge et alors à l'amélioration de leur santé. On a envie d'être bien soigné, évidemment, avec des traitements, des médicaments, mais d'être bien soigné dans, je veux dire, de manière humaniste. C'est-à-dire qu'on ne se sente pas un élément, oui, aujourd'hui il y a ce débat de dire, oui, on a une approche plus holistique des patients, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont un cancer, mais qui sont aussi diabétiques, qui sont aussi asthmatiques. Et chacun se renvoie la balle, mais moi je m'occupe de ton asthme, pas de ton cancer, moi je m'occupe de ton cancer, pas de ton diabète, etc. Puis moi tu viens à la pharmacie, tu as mal à la tête, oui, mais tu as ces 3 maladies-là, qu'est-ce que je peux te donner avec? Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment que du côté patient, ils ressentent que nous, tous, collectivement, en fait, on est tous unis et solidaires et qu'on arrête un petit peu nos querelles de chapelle sur cette prise en charge. Professeur